Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de My Job Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de webinaires à la découverte du service d'infrastructure de la Défense. C'est déjà le 4e épisode et on reçoit aujourd'hui la capitaine Mallory. Alors, pour m'assurer que tout fonctionne et que vous m'entendez bien, je vais vous inviter à utiliser le chat qui est en bas à droite pour m'envoyer un petit bonjour. Bonjour Anaïs qui me dit qu'elle m'entend. Bonjour Théophile, bonjour Anne-Charlotte, bonjour Axel. Bonjour Alison, Lisa, Flora, Warren, Julien, Oussama, Vital, je crois, ça passe trop vite. Gwendal, Violine, Marc, Richard, Théo, Laura. Ravi de vous avoir avec nous. Est-ce que c'est votre premier webinaire à la découverte du service d'infrastructure de la Défense ou est-ce que vous avez déjà participé? Alors Audrey nous dit oui, Axel aussi, Théophile, Anne-Charlotte, pareil. Bon, ben c'est top. En fait, on va vous permettre de découvrir le service d'infrastructure de la Défense. Ben, dites-moi, on a plein de personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui. C'est super cool. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Pendant la première demi-heure, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Mélodie pour en apprendre plus en fait sur son parcours, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, ses missions au sein du SID. Donc le SID, c'est le service d'infrastructure de la Défense. Si vous entendez cet acronyme, ne soyez pas surpris, on l'utilisera de temps en temps. Et après, pendant la deuxième partie, c'est vous qui allez pouvoir poser toutes vos questions à Mélodie. Comment vous faites? Juste à côté de l'onglet chat, vous m'avez dit bonjour à l'instant, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions. Donc, vous allez sur cet onglet, vous posez votre question, mais vous ne posez pas votre question toute seule, parce que sinon, ça va pas m'aider à expliquer qui vous êtes et à donner un peu de contexte à Mélodie. Donc, pour que ça fonctionne, le mieux, c'est que vous vous présentiez d'abord. Donc, du genre, moi, c'est Émilie, j'ai tel âge, je fais telles études à tel endroit, et voilà ma question pour Mélodie. Et là, du coup, je pourrais reprendre votre question. Alors, vous êtes nombreux. Comment je vais savoir quelle question poser? C'est très simple. Là aussi, c'est vous qui allez décider. Donc, vous allez pouvoir non seulement poser une question, mais vous allez pouvoir aussi voter pour la question qui vous intéresse le plus, de façon à faire remonter toutes les questions qui sont intéressantes et qui correspondent le plus à vos attentes. Et ça nous permettra de trouver les questions qui sont les plus intéressantes et de les prendre de la question la plus votée vers la question la moins votée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez hâte? Je vois que Mélodie est connectée. Mélodie, merci d'être avec nous. On est ravis de t'avoir pour ce webinaire. Ce que je te propose, tu sais qu'il y a une petite coutume dans ce cadre-là, c'est de commencer par ce qu'on appelle la carte d'identité de l'invité. Mélodie, est-ce que tu peux nous donner ton grade, s'il te plaît? Alors, mon grade, c'est ingénieur militaire de l'infrastructure, ce qui correspond plus communément à capitaine, voilà, dans l'armée de terre. Très bien. Tu m'en veux pas si je continue de t'appeler Mélodie et pas capitaine? Ça ira. Quel âge tu as, Mélodie? J'ai 31 ans. Et tu as rejoint le service d'infrastructure de la Défense en quelle année? En 2016. Donc ça, c'est au moment où tu es rentrée au sein du service quand tu as fait tes études? Non, non. Moi, je suis à la fin. officier. Exactement. Ah, oui, tout à fait. Génial. On explique un peu plus tout à l'heure. C'est quoi ton meilleur souvenir au sein du SID? Alors, mon meilleur souvenir, c'est pas forcément au sein du SID en lui-même, puisque c'est quand j'ai fait mes classes à Couët-Quidan, puisque pour moi, c'était vraiment là où j'ai fait mes premiers pas à l'armée. Parce que dans ma famille, personne n'est militaire, on n'est pas du tout du monde militaire. Donc, c'était vraiment, je mettais les pieds pour la première fois dans le monde militaire. Je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Et c'est là où j'ai appris que en fait, l'armée, c'est un peu une deuxième famille. Donc, c'était un moment quand même très, très fort et j'en garde de très bons souvenirs. Super. Et au contraire, qu'est-ce qui a été plus challenging ou plus difficile pour toi? S'il y avait un moment dont tu devais te rappeler, ce serait quoi?
Alors, je dirais pas que c'est un moment difficile, mais ça a été un moment un peu challengeant, effectivement. C'est quand j'ai pris mon poste de chef de section travaux à l'usine de Versailles. Donc, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais c'était la première fois que je faisais du commandement et du management avec des équipes sous mes ordres. Donc, il y avait quand même cette petite pression au départ de savoir si on allait être à l'auteur ou pas. Tu me rappelles quel âge tu avais à ce moment-là? J'avais 29 ans. Ouais, Oui. super. Et est-ce qu'il y a, enfin, en tant que tu travailles au sein du SID en tant que militaire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir militaire? Est-ce que c'est un livre, un film que tu as vu? Est-ce que tu avais de la famille militaire? Tes parents étaient militaires? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une rencontre, puisque avant d'intégrer le SID, j'ai travaillé dans une entreprise de conseil, notamment en efficacité énergétique. Et dans ce cadre-là, on donnait des formations à des gens. Et pendant l'une de ces formations que je donnais, j'ai rencontré un ingénieur militaire de l'infrastructure qui m'a présenté un peu le service parce que je ne connaissais absolument pas. Pour moi, l'armée, ça se limitait à ce qu'on voyait voilà, à la télé, le militaire principalement voilà, en action sur le terrain. Et donc, il m'a expliqué que, en fait, non, dans l'armée, il y a une grosse partie soutien, et notamment dans l'infrastructure. Et c'est comme ça que j'ai découvert le service. Et c'est là qu'il m'a dit, mais oui, le SID, c'est tout à fait possible. Et là, il m'a expliqué les différents parcours, notamment officier sous contrat, celui pour lequel j'ai signé plus tard. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'armée. Trop bien. Tu nous expliques un peu tes études? Oui, alors du coup, moi, j'ai fait un master en éco-construction à l'université de Cergy-Pontoise. Donc, c'était en 2015. Oui, ça commence à remonter. Ça va. Donc, c'était des études de génie civil, mais très axées sur tout ce qui est développement durable, environnement, éco-construction, etc. Et c'est ce pourquoi j'ai été recrutée en tant que premier poste au SID par la suite. Voilà. Trop bien. Donc là, on vient de clôturer la première partie. Cette première partie qui est du coup liée à la carte d'identité de l'invité. Là maintenant, on va rentrer un petit peu plus sur ton arrivée au sein du SID. Donc tu nous as dit que c'était lié à une rencontre que tu as faite. Une personne qui t'a dit c'est possible. Et donc du coup, c'est quoi la suite? Tu tapes à la porte d'un CIRFA, un centre d'information et de recrutement des forces armées, pour devenir militaire et rejoindre. Enfin, comment ça se passe? Ben, c'est exactement ça, puisque effectivement, donc j'en ai parlé à cet ingénieur militaire à l'époque, en lui disant, bah voilà, moi j'accepte, comment je fais? Il me dit, bah, la première chose, c'est d'aller dans un CIRFA, effectivement. Donc j'ai poussé la porte d'un CIRFA en disant, bonjour, je voudrais devenir ingénieur militaire. Il faut savoir que le corps, il est quand même relativement jeune, mais du coup, on n'avait pas forcément toutes les informations au premier abord. Donc, quand je suis rentrée au CIRFA, ils m'ont d'abord posé la question de savoir si je voulais pas rejoindre un autre corps, forcément. Et je leur ai dit non, non, je veux devenir ingénieur militaire. Ils m'ont dit OK. Alors, dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est de passer un entretien pour un poste spécifique. Parce que quand on est officier sous contrat, on est recruté pour un poste. C'est-à-dire qu'avant même de s'engager, on sait où est-ce qu'on va aller. Donc, j'ai passé un premier entretien avec les RH du SID et le potentiel mon futur chef. À l'issue de cet entretien, je suis partie passer mes tests. Donc ici, ça se fait à Vincennes. Donc c'est 3 jours où on passe des tests physiques, des tests de français, des tests de mathématiques, des tests psychologiques aussi. Et à l'issue de ces 3 jours de tests, on a une réponse définitive pour savoir si on est pris ou non. Et une fois qu'on est pris, on part faire nos classes. Donc, on a 2 options pour les IMI, c'est soit à Saint-Cyr-Couët-Quidan, soit à la base navale. Donc, on fait soit à l'armée de terre, soit à la marine. Alors, ça dépend de la session sur laquelle on est. Donc, tu as parlé des IMI. Tu nous expliques ce que sont les IMI?
Les IMI, ce sont les ingénieurs militaires de l'infrastructure. Voilà, donc c'est le corps des ingénieurs militaires de l'infrastructure. C'est un corps interarmé qui regroupe. Avant, c'était le génie de l'armée de terre plus le génie de l'armée de l'air. Donc, on a regroupé tout ça dans un corps. Et désormais, on est un corps d'officiers. Et on s'occupe de toute l'infrastructure du ministère des Armées. Il représente quand même une masse relativement colossale. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, tu pars faire tes classes militaires. C'est quoi les classes militaires? On t'apprend quoi? On t'apprend à marcher au pas, à chanter, les grades. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là et combien de temps ça dure et qu'est-ce que tu y apprends? C'est ça. Donc, quand on est officier sous contrat, on part pour 4 mois de formation militaire initiale. Donc, effectivement, c'est vraiment les bases. Ça n'a rien à voir avec le SID, pas vraiment en tout cas, puisque effectivement, on va nous apprendre les bases du métier militaire. Donc, effectivement, les grades, l'attitude militaire, donc se présenter, saluer, etc. Le port de la tenue, apprendre à marcher, chanter, etc. Et on a aussi toute une gamme de cours en présentiel et dans des classes sur notamment les forces armées, sur le commandement. Après, on a aussi des cours de gestion du risque biologique, etc. C'est vraiment tous les aspects du militaire pour être capable de réagir à toutes les situations. On a aussi évidemment beaucoup de sport, du parcours d'obstacles. On a aussi également ce qu'on appelle nous des terrains, c'est-à-dire on part dans la forêt pendant plusieurs jours et on fait des exercices de tir, etc., de mise en situation réelle pour vraiment nous apprendre les bases du métier militaire. Voilà. Après, ça reste quand même relativement, je ne vais pas dire simple parce que ça ne l'était pas vraiment. Mais par rapport à un vrai militaire qui va sur le terrain tous les jours, c'est quand même plus light. Ça dure combien de temps? Ça dure 4 mois. Ça dure 4 mois et vous n'êtes pas que entre personnes du SID. Il y a aussi des personnes qui sont officiers sous contrat, qui vont travailler pour l'armée de terre ou qui vont être dans d'autres corps que le SID. Par contre, vous êtes déjà identifié SID, donc toi, tu connais les personnes qui font partie du service d'infrastructure de la défense et qui sont, comme toi, nouveaux dans la promo et qui vont rejoindre le SID 4 mois plus tard. Alors, effectivement, on est mélangé avec tous les officiers sous contrat de l'armée de terre. Donc, il y en a qui vont partir faire de l'informatique, il y en a qui vont partir faire du juridique, de la communication, etc. Tous sont recrutés pour des postes bien spécifiques. Mais effectivement, à l'intérieur de la promotion, on a des personnes qui sont identifiées IMI. Alors, on ne se connaît pas quand on arrive, puisqu'on ne sait pas qui va être dans notre promotion, mais on est vite repérable, puisqu'on ne porte pas la même tenue que les officiers de l'armée de terre. Voilà. Donc, effectivement, on apprend vite à se connaître. À l'issue de cette formation de 4 mois, donc tu disais, quand tu as postulé, tu savais déjà quel poste tu allais avoir. C'est pas comme à certains endroits où tu as un classement à la fin qui te permet de choisir. Toi, tu sais déjà en entrant où tu vas aller. Tu vas où et c'est quoi ta mission? Alors moi, je suis recrutée à la direction centrale du service infrastructure de la défense, donc à Versailles, sur un poste de chargé d'affaires en efficacité énergétique. Mes missions principales, ça consiste à, premièrement, une veille juridique et réglementaire sur tout ce qui touche de près ou de loin l'énergie dans le bâtiment. Notamment participer à toutes les présentations, toutes sortes de réunions pour voir ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Globalement, c'est ça. Ensuite, il y a toute une partie expérimentation, c'est-à-dire qu'on va monter des projets d'expérimentation en lien avec les USID, c'est-à-dire les unités du service de l'infrastructure de la défense, qui sont les échelons locaux. Donc en fait, c'est le service d'infrastructure de la défense. Toi, tu as dit que tu étais un peu au siège, si on peut essayer de dire ça comme ça, à Versailles, oui. Pas centrale, on va dire. Mais après, il y a des USID qui sont en fait dans les régions des services d'infrastructure de la défense régionaux. On va dire un peu comme ça, pour essayer d'expliquer. Oui. Alors, l'USID, c'est vraiment l'échelon local. Ouais. Après,
l'échelon régional qui est situé un petit peu entre les deux. Mais D'accord. effectivement, c'est... Et du coup, nous, on échange avec les unités de soutien en local pour développer des projets de performance énergétique sur différents sujets, notamment donc à mon époque, qui commence déjà à remonter, donc en 2017, on était sur le développement du photovoltaïque, qui n'était pas encore au sein du ministère des Armées très développé. On a notamment travaillé, je pense que ça commence à être un peu connu, mais le plan Place au Soleil, qui consistait à développer à grande échelle le photovoltaïque. Et puis après, on a eu aussi des expérimentations ailleurs, donc sur les territoires d'outre-mer, et même on a été faire des expérimentations sur les théâtres d'opération à l'étranger. Voilà, ça c'est une deuxième partie. Et la dernière partie de ma mission, c'était l'animation de l'ensemble du réseau énergie du SID, qui sont composés aujourd'hui de gestionnaires énergétiques du patrimoine. Et c'est eux qui, à l'échelon local, donc dans les USID, gèrent toute la partie énergie du ministère des Armées. Voilà. Qui sont à peu près une centaine. Trop bien. Tu restes combien de temps dans ce poste? Donc, je reste 5 ans sur le poste, exactement. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire une journée type ou nous expliquer concrètement ton job, c'était quoi? Tu nous as dit de faire des réunions, d'échanger avec les USID, mais est-ce que tu peux nous donner concrètement une idée d'un projet? Combien de temps ça mettait pour gérer un projet de A à Z? C'est des projets plutôt courts et il y en a plein. C'est des projets qui sont plutôt longs et tu vas gérer un projet pendant un certain temps. Tu travailles seul, tu travailles en équipe. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ces éléments-là pour qu'on puisse se projeter et qu'un qui se dise pourquoi pas moi, en fait, il s'imagine concrètement comment ça va se passer pour lui? Alors, il n'y a pas de journée type, clairement, parce que chaque jour était totalement différent. Mais effectivement, quand on travaille sur un projet, c'est un projet long. C'est-à-dire que, en général, un projet, ça peut prendre plusieurs années, parce qu'en fait, c'est des projets d'expérimentation. C'est en théorie des choses qui ne se sont jamais faites, en tout cas pas au ministère des Armées. Ce qui fait qu'en fait, on part d'une expression de besoin où on dit, par exemple, voilà, je veux mettre des panneaux photovoltaïques sur une toiture. Et à partir de ce moment-là, on se renseigne sur ce qui est faisable de manière juridique, de manière économique, de manière technique. On va échanger pas mal avec les entreprises pour voir ce qui est faisable ou non. Ensuite, on va développer le projet avec ce qu'on pourrait appeler communément le client final, c'est-à-dire en fait les utilisateurs du bâtiment. Et puis après, voilà, on va écrire un cahier des charges, faire un appel d'offres. Et puis, une fois que l'appel d'offres il est sorti, après, ça part du coup en usine. C'est-à-dire que notre travail, nous, se termine une fois que la conception est réalisée. Et après, la partie réalisation se fait à l'échelon local. Voilà. Super. Ça, c'est ce qu'on fait régulièrement. Voilà. À l'issue de ces 5 ans, tu fais quoi? Donc, à l'issue de ces 5 ans, je suis mutée donc, à l'USID, donc à l'unité de soutien de Versailles, en tant que chef de la section travaux. Voilà. Alors, c'est quoi chef de la section travaux? Et tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est ce nouveau poste-là qui était ton moment le plus challengeant, on va dire. Pas difficile, mais peut-être un peu de stress d'arriver sur un poste de management pour la première fois avec différentes personnes à gérer, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton poste, tes missions, ton équipe, comment ça se passe? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que quand j'étais à la direction centrale, j'avais un poste relativement transverse. C'est-à-dire que j'animais un réseau, mais les personnels n'étaient pas directement sous mes ordres. Quand j'arrive à l'usine de Versailles, j'ai des personnels directement sous mes ordres. J'ai et des militaires et des civils, puisqu'il faut savoir qu'au sein du service infrastructure de la Défense, on a des civils et des militaires. Chose que je n'avais jamais faite avant, mais après on a le soutien en local de tous les chefs de section, de notre chef d'usine. On a beaucoup de soutien autour de nous et ça nous permet de prendre toute la mesure de notre poste dans les meilleures conditions possibles.
Chef de la section de travaux, ça consiste à avoir des chargés d'affaires sous ses ordres, premièrement, et de réaliser des opérations, on va dire, de moyenne envergure pour ce qui est réhabilitation ou de temps en temps de la construction. C'est-à-dire qu'on va avoir une expression de besoin qui va arriver chez nous. Par exemple, une entité qui va nous dire moi, je voudrais mettre 60 personnels dans des bureaux dans ce bâtiment-là. À partir de ce moment-là, cette opération, on va étudier le besoin, puisque souvent, c'est vraiment une phrase qui arrive comme ça. Et on va dire, voilà, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, à peu près combien ça va coûter et combien de temps ça va nous prendre pour vous livrer cette opération-là. Là, le bénéficiaire nous dit « Ok, c'est bon, ça nous va, on programme l'opération ». À partir de ce moment-là, moi, je l'attribue à l'un de mes chargés d'affaires qui la prend en compte, qui va réaliser une fiche descriptive estimative qui correspond à un mini CCTP, on peut dire. CCTP. Et qui va... Pardon ? CCTP. C'est le cahier des charges de techniques particulières. C'est ce qui nous sert à définir les caractéristiques techniques principales de l'opération. C'est-à-dire, ok, on rénove, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change les fenêtres? Est-ce qu'on change le sol? Est-ce qu'on refait les peintures, les murs, etc. Voilà, c'est vraiment une description complète de l'opération de A à Z pour savoir vraiment ce qu'on va devoir faire. Une fois qu'on a écrit cette fiche, là, on va pouvoir contacter les entreprises qui vont pouvoir nous faire les travaux. Donc, elles vont nous éditer des devis qu'on va réviser avec elles pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Toujours dans l'idée de respecter notre budget et notre calendrier. Et souvent, bien sûr, toujours très contraint. Sinon, c'est beaucoup moins drôle. Une fois qu'on a réussi à avoir tous nos devis, là, on va passer dans l'exécution des travaux. Et donc, on va faire le suivi complet des travaux. Donc, toute la réalisation, depuis le début jusqu'à la livraison, à la fin, et jusqu'à la remise à l'utilisateur final. Voilà. Ce qui veut dire qu'à la section travaux, on fait vraiment les opérations depuis l'expression de besoin jusqu'à la remise à l'utilisateur. Voilà. Génial. Un projet, ça prend combien de temps à peu près? Je sais qu'ils sont variables en fonction de sur quoi tu travailles, mais pour donner une idée, c'est quoi le plus gros projet sur lequel tu as travaillé et combien de temps ça a pris? Et un plus petit projet? Alors, on a vraiment des projets de toutes sortes, puisque les plus petits projets, ils vont prendre quelques mois, c'est-à-dire 3, 4, 5 mois maximum. Voilà. Souvent, c'est des rénovations partielles de bâtiments. Voilà, c'est vraiment des trucs très petits. Et après, on peut avoir en usine des projets qui peuvent aller jusqu'à quelques années, mais ça dépasse rarement 2 à 3 ans maximum. Voilà. Au-delà, ce sera plus de notre niveau et ça passera à l'échelon supérieur. Très clair. C'est le poste sur lequel tu es aujourd'hui toujours? Toujours, effectivement. Super. Tu as également la possibilité de partir en OPEX ou en mission. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Oui, alors effectivement, quand on est ingénieur militaire de l'infrastructure, on a la possibilité de partir en OPEX et pas seulement. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs types de missions. Parce que c'est vrai qu'on connaît les OPEX, les opérations extérieures, où on est projeté sur un théâtre, dans un pays en guerre. Il y a d'autres types de missions que j'ai réalisées, des missions de renfort temporaire. Donc ça, c'est des missions très spécifiques où on nous appelle pour un besoin bien particulier. Donc effectivement, j'ai fait des renforts temporaires, notamment dans les pays de l'Est, pour ouvrir et fermer des théâtres. Donc ça, c'est des missions qui durent entre 15 jours et 1 mois, où en gros, on arrive sur place, on prend, soit si c'est une ouverture, on prend en compte les équipements et les bâtiments de la nation hôte. Voilà. Si c'est pour une fermeture de théâtre ou de mission, c'est la restitution des bâtiments à la nation hôte et éventuellement les négociations s'il y a eu des dégradations éventuelles. Voilà. Ça, c'est les renforts temporaires. Après, on a ce qu'on appelle des missions courte durée qui durent en général 4 mois.
Et c'est dans des postes en outre-mer, c'est-à-dire que c'est pour nous préparer au poste en OPEX. C'est-à-dire qu'on part 4 mois, loin de nos familles, mais on reste dans un contexte quand même sécuritaire et avec des gens qui sont mutés là-bas pour 2 à 3 ans. Voilà. Ça nous permet de découvrir le travail, disons, dans un contexte différent, même si on continue à faire la même chose. Ça reste du soutien et des infrastructures. Voilà. Et tu as eu une OPEX Pardon. Et du coup, après, il y en a effectivement les OPEX qui sont voilà, dans un contexte après un peu plus particulier. Et là, on est projeté entre 4 et 6 mois. C'est toujours très variable. Hein. C'est-à-dire qu'on sait quand on part, on sait en théorie quand est-ce qu'on revient, mais ça peut varier éventuellement, voilà, en fonction des besoins. Et toi, dans le cadre de l'OPEX que tu as fait, c'était quoi ton rôle et qu'est-ce qu'on attendait de toi? Alors, moi, mon OPEX, j'étais adjoint d'une antenne infrastructure. Donc, ce qui correspond plus ou moins au poste que je fais actuellement à Versailles, puisque j'avais des équipes sous mes ordres et on avait des projets d'infrastructure à réaliser. Voilà, on a des opérations à faire, on a des échéances à mener et du coup, on a des budgets et des calendriers à respecter. Et il faut que toutes ces opérations sortent de terre voilà, dans les meilleures conditions. Super. Tu es volontaire forcément pour partir en OPEX ou en mission, les autres missions dont tu nous as parlé, c'est le militaire qui dit, qui lève la main et qui dit si vous voulez m'envoyer, moi je me porte volontaire. Comment ça marche? Alors effectivement, quelqu'un qui ne veut pas partir au SID ne partira pas. Ceux qui partent, c'est qu'ils sont volontaires. Voilà. Puisque on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes IMI très volontaires qui veulent un peu découvrir ce que c'est que les missions courte durée, les OPEX, etc. Donc oui, si on part, c'est qu'on est volontaire. Et toi, tu as fait plusieurs missions, donc tu as levé la main plusieurs fois pour dire eh oh, pensez à moi et j'ai envie d'aller voir du pays, laissez-moi partir. Comment ça marche? Effectivement, j'ai levé plusieurs fois la main. Ouais. Donc c'est bien, ça veut dire que si on a envie, on peut aussi et que du coup, bah, tu as pu faire des missions et des OPEX, donc voir la différence et peut-être te préparer aussi à ton OPEX grâce aux missions que tu avais effectuées avant. Tout à fait. Super. Le temps passe vite, c'est déjà l'heure de prendre les questions des jeunes. Ça va, tu t'en sors avec le téléphone, on est bien, on peut continuer encore un peu? Il y a de la batterie, tout va bien? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, on enchaîne. Si vous n'avez pas encore voté pour les questions, allez y faire un petit tour. Aidez-moi à trouver les questions qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas à aller poser des questions vous aussi pour que du coup, je puisse les poser à Mélodie. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions qui étaient posées dans le chat. Donc, si vous voulez que je prenne vos questions, n'hésitez pas à aller les mettre dans l'onglet questions. La première question, c'est une question d'Axel, qui a 20 ans et qui nous dit « Je suis à la fois intéressée par le cadre d'ingénieur, mais aussi par celui qui est militaire. De fait, Mélodie, dans quelle mesure participes-tu à la vie de l'armée en comparaison avec ton travail d'ingénieur? C'est quoi la part militaire? C'est quoi la part d'ingénieur? Et la deuxième question, quels sont tes interlocuteurs les plus réguliers? » Ça fait beaucoup de questions en une seule question. Ouais, il y a 2 questions là. Il a un peu triché, Axel, mais la question a été très votée. Donc, il est encouragé par beaucoup de jeunes qui veulent savoir. Alors, excellente question. La part ingénieur et la part militaire. Je dirais qu'aujourd'hui, la part ingénieur, c'est 60%, 70%, et la part militaire, c'est 30 à 40%. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, on reste des ingénieurs. C'est-à-dire que mon poste, il pourrait être fait par un civil. C'est-à-dire que je suis chef de section, je mène des opérations d'infrastructure sur le sol français, en métropole, notamment ici, dans le 78. Donc, c'est tout à fait le poste classique d'un ingénieur. La part militaire, cependant, c'est qu'on a effectivement plusieurs choses, c'est-à-dire on a des tirs tous les ans à effectuer. Donc on tire, nous, principalement avec ce qu'on appelle les FAMAS, qui sont des fusils d'assaut.
et des PA qui sont des pistolets automatiques. Donc ça, effectivement, ça fait partie de la part militaire. On a également des créneaux sport réservés avec, bien sûr, des examens de sport à faire tous les ans, qui sont en théorie obligatoires, même très fortement recommandés. Hein. Donc ça, c'est les deux premières choses. Ensuite, bien sûr, on a la partie OPEX, que ça, un ingénieur classique ne fera pas. En tout cas, une personne civile ne partira jamais en OPEX. Donc effectivement, si on part en OPEX, voilà, on a cette grosse préparation à faire. On fait notamment du secours au combat. On peut avoir des préparations opérationnelles avec des terrains, etc. en amont. Donc voilà, on a toute cette partie militaire. Mais sinon, la vie au quotidien, ça reste la vie d'un ingénieur. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. Quels sont tes interlocuteurs les plus réguliers? Alors, mes interlocuteurs les plus réguliers, ce sont les armées, puisque en fait, les différentes armées expriment des besoins en termes d'infrastructures. Donc, ils ont besoin de logements pour leurs soldats, ils ont besoin de bureaux, ils ont besoin de restaurants. Nous, chez nous, on appelle ça des messes. Ils ont besoin voilà, de tout un tas d'infrastructures pour fonctionner. Et du coup, on échange quasiment tous les jours avec les différentes armées, les différents bénéficiaires sur leurs besoins, sur les travaux en cours, ce qu'on va livrer, etc. Donc ça, c'est vraiment, on échange avec eux tous les jours. Et donc, du coup, tu travailles aussi bien avec l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? Tout à fait. Alors après, ça dépend de où on est en France. Bien sûr, si on est à Brest ou à Toulon, on va plus échanger avec la marine. Si on est sur une base aérienne, on va échanger plus avec l'armée de l'air. Mais effectivement, on est amené à discuter avec toutes les armées. Super. On a une question de Anne-Charlotte, qui est étudiante en M2 Management par projet à l'IAE de Lille, et qui nous dit qu'elle est en poste dans une entreprise depuis une dizaine d'années. Et elle demande si tu peux nous reparler de tes OPEX. Et notamment, alors tu nous as parlé des lieux, tu nous as parlé de la durée. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des équipes, parce que ça fait partie de sa question. Quand tu es en OPEX, qui est avec toi, ou dans l'émission dont tu nous as parlé, qui est avec toi? Est-ce que c'est des personnes qui travaillent déjà avec toi et vous partez tous ensemble? Est-ce que c'est des personnes que tu retrouves, que tu ne connais pas à chaque fois? Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, effectivement, on a une particularité au sein du service infrastructure de la Défense, c'est qu'on part ce qu'on appelle en individuel. C'est-à-dire que quand on part, on ne sait pas avec qui on va être en poste. Parce que souvent, dans l'armée de terre, ils partent en compagnie, donc ils se connaissent. Nous, quand on part, on ne connaît pas les personnes avec qui on part. Effectivement, quand je suis partie en OPEX, j'avais donc un chef d'antenne, l'adjoint, donc c'était moi. Après, on a des conducteurs d'opération. Donc, en fonction des théâtres, il y en a 4, 5 ou 6, voilà, qui, eux, réalisent les opérations. Après, on a souvent, donc là où j'étais, on a une centrale énergie avec une dizaine de personnes, oui, puisqu'on produit notre propre énergie. Donc, on a une centrale énergie qui s'occupe de faire fonctionner notamment les groupes électrogènes, etc., pour éviter qu'on soit dans le noir, voilà. Ensuite, on a éventuellement, alors ça dépend de où, mais on peut avoir une régie, c'est-à-dire des plombiers, des électriciens pour refaire les maintenances courantes. Et après, on peut avoir des renforts temporaires, c'est-à-dire des personnes qui vont arriver pour des missions spécifiques, qui sont soit, par exemple, pour les CVPO, puisqu'on fait également des CVPO sur les théâtres d'opération. D'accord. CVPO, c'est les contrôles et vérifications périodiques obligatoires. Donc, on en fait aussi sur place. Donc, ça, c'est des équipes qui viennent 1 mois, 2 mois, ça dépend des théâtres, pour faire toutes les vérifications du site pour être sûr que tout est aux normes. Et puis après, on peut avoir des équipes qui viennent pour faire de la réalisation de travaux spécifiques, notamment, par exemple, pour tout ce qui est protection de sites. Je ne sais pas du tout si ça vous parle, mais par exemple, quand vous avez 500 mètres linéaires de bastion wall à faire, vous faites venir une équipe, ça va beaucoup plus vite. Les bastion wall, c'est les gros sacs de sable qu'on empile, qui
de murs d'enceinte. Voilà. Je vais poser les questions, donc c'est super. Merci d'avoir précisé. Génial. Très clair, merci beaucoup. On a une question de Gwendal, qui a 25 ans, qui est en BE éco-conception à Lyon et qui nous dit quels sont les différents postes qui sont liés au développement durable au sein du SID? Alors, il y a plusieurs types de postes. Il y a le premier poste, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est les gestionnaires énergétiques du patrimoine. C'est l'échelon local qui s'occupe de l'énergie au sein de son unité de soutien en local, donc qui va gérer toute la partie énergétique, etc., qui va prendre en charge s'il y en a des opérations de développement durable ou d'économie d'énergie, par exemple. Donc ça, c'est le premier échelon. Parfois, ils peuvent être 2, ça dépend. Souvent, ils sont... Après, vous avez l'échelon régional, donc, qui est l'établissement du service infrastructure de la défense. Donc, il y en a 7 qui sont répartis un peu partout. Donc, vous avez principalement... donc là, c'est Lyon. Donc, il y en a un à Lyon, par exemple. Donc là, on va avoir une section maîtrise de l'énergie. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre des établissements, mais en général, ils sont entre 4, 5 ou même plus parfois. Donc là, vous allez avoir une section complète de personnes qui vont travailler sur toutes les problématiques efficacité énergétique au sein donc de tout le périmètre qui regroupe quand même un bon quart de la France. Sur des sujets vraiment très très variés qui touchent de près ou de loin l'efficacité énergétique, notamment tout ce qui est rénovation, tout ce qui est il peut y avoir de l'ISO 50001, il peut y avoir tout ce qui est contrat de performance énergétique aussi, tout ce qui est énergie renouvelable, on en a parlé, voilà, chauffage urbain, enfin voilà, tout un tas de sujets différents. Et après, l'échelon où j'étais, donc à la direction centrale, où là, on a carrément une sous-direction énergie, eau, environnement, qui en fait englobe l'intégralité de la stratégie ministérielle de l'énergie. Donc là, c'est des sujets un peu plus hauts. On échange avec les différentes armées, les différentes directions et services sur des sujets beaucoup plus globaux. Voilà, c'est à peu près... Et après, on a aussi un centre d'expertise qui est situé à Lyon, qui va traiter les sujets énergétiques beaucoup plus en profondeur, puisque c'est vraiment des experts, c'est vraiment leur métier, et ils font ça depuis des années, donc ils sont très très bons dans ce qu'ils font aussi. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Il y a Axel, qui a 20 ans, qui est étudiant en école d'ingénieur de la ville de Paris et qui demande c'est quoi la suite, qu'envisages-tu comme carrière dans les années à venir si tu restes dans le même secteur ou si tu restes au sein du SID? Comment ça avance? Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Alors, après, pour moi, il y a beaucoup de possibilités puisque au SID, il y en a beaucoup. D'ailleurs, dans une carrière, on n'a pas le temps de tout faire, tellement il y en a. Donc, moi, pour l'instant, en tout cas pour le moment, je ne vais pas bouger. Maintenant, dans un futur proche, je vais forcément être mutée à un moment donné. Après, ça peut être dans un autre secteur du SID, puisque là, aujourd'hui, je fais des opérations de moyenne envergure, mais je peux très bien partir demain dans une section de maintenance, par exemple, puisqu'on a une grosse partie maintenance aussi au SID. On a quand même un parc immobilier très étendu. Donc, ça veut dire qu'on a une problématique maintenance très, très importante au sein du SID. Ouais. Et sinon, après, je pourrais éventuellement partir dans un pôle de maîtrise d'œuvre ou un pôle de conduite d'opération, donc qui sera un échelon supérieur à ce que je fais aujourd'hui, puisque là, on parle d'opérations qui durent plusieurs années et qui coûtent plusieurs millions d'euros. Voilà. Et dans les... Très clair. Il y a une question, et je vais peut-être y répondre moi, mais si tu veux y répondre aussi. On nous dit, est-ce que le SID recrute en Île-de-France? Ah oui, le SID recrute en Île-de-France. Oui.
Et surtout en Île-de-France, puisque oui. Alors, je crois que cette année, en tout cas pour ce qui est des IMI, après les civils, je ne maîtrise pas le sujet, mais je crois que pour les IMI, cette année, ils comptent recruter 40 à 50 IMI cette année. Et je pense qu'il y a une petite moitié qui doit être en Île-de-France, à mon avis. Est-ce qu'on peut rappeler comment on devient IMI? Et donc, du coup, c'est quoi les conditions? Parce qu'il y a deux manières, en fait, d'être IMI. Soit on rentre et on est formé. Et donc là, ça se passe avec l'ENSAM, je crois. On est d'accord? Oui, effectivement, il y a même 3 manières de rentrer en fait. Mais effectivement, il y a la voie où on rentre directement à l'ENSAM, on devient directement IMI, on fait ses études en tant qu'IMI, y compris une année militaire, dont 6 mois en régiment. Alors, ça, il faudra redemander à un NSIM, puisque je n'ai pas fait l'NSIM, mais normalement, c'est ça. Donc effectivement, on rentre avant ses études. On a aussi un concours sur titre où là, on fait que la dernière année militaire en cours d'études. Et la voie que moi j'ai prise, c'est-à-dire officier sous contrat, c'est-à-dire qu'on fait son diplôme, on finit ses études, et une fois qu'on a un bac+5, on rentre au SID. Voilà. Et c'est un bac+5 école d'ingénieur ou c'est un bac+5 peu importe lequel? Il faut qu'il y ait un lien quand même avec l'infrastructure de défense. Pas du tout? Alors voilà. Il faut effectivement, il faut un bac+5, pas forcément un diplôme d'ingénieur, puisque moi-même j'ai pas de diplôme d'ingénieur, j'ai un master. Par contre, il faut un bac+5 impérativement, et il faut effectivement qu'il y ait un lien quand même avec l'infrastructure, sinon ça va être compliqué quand même. Après, officier sous contrat, la différence, c'est qu'on est recruté pour un premier contrat de 5 ans. Et après, il est renouvelable 5, 8 ou 10 ans, ça dépend. Voilà. Clair. Il y a plusieurs questions sur le salaire. Alors, l'idée n'est pas de répondre à la question de quel est ton salaire. On ne va pas aller là-dedans. Mais par rapport à un ingénieur dans le civil, est-ce que on a à peu près les mêmes rémunérations quand on est IMI? Et après, est-ce qu'on peut parler des primes quand on part en OPEX? Alors, je ne sais pas si ça marche aussi pour les missions, mais voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment on gagne aussi en fonction du temps passé, du grade, et puis bien évidemment rappeler que ceux qui sont rentrés avant leurs études vont commencer à être payés alors qu'ils sont étudiants aussi. Tout à fait. Oui. Effectivement, ceux qui passent par l'ENSIM, eux, ils sont rémunérés dès qu'ils commencent leurs études au sein de l'ENSIM. Pour les officiers sous contrat, c'est à partir du moment où on signe le contrat. Pour ce qui est des salaires, alors, je pense que j'apprends rien à personne, mais le public, ça paye quand même moins bien que le privé. Là, on va pas se le cacher. Maintenant, je pense quand même qu'on est quand même bien payé. On n'est pas hyper loin derrière. Moi, j'ai beaucoup d'amis de ma promo de master. Aujourd'hui, on n'est pas au coude à coude, mais presque. La seule chose, c'est qu'on commence quand même relativement bas, surtout quand on fait ses classes au début. On a quand même un gain relativement conséquent les premières années, en tout cas quand on est lieutenant. Donc lieutenant, ça dure pour les officiers sous contrat 5 ans. Puisque je pourrais dire qu'en 5 ans, quasiment, on double notre salaire. Et puis, après, ça se calme un peu. Donc voilà. Et pour ce qui est des OPEX, effectivement, quand on est en OPEX, on a une prime et on a pour habitude de dire que ça correspond du coup à un salaire qui est doublé quand on est en OPEX. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et du coup, voilà, si on part 4 mois, c'est notre salaire pendant 4 mois. C'est à peu près ce qui se passe, quoi. Quand on est en mission courte durée, ça dépend de où est-ce qu'on va et de combien de temps on part, mais c'est entre 1,5 et 2 fois son salaire. Voilà. Super. On a une question d'Alicia qui est étudiante à l'ISA BTP. Elle demande qui sont les clients auxquels tu es confronté dans le cadre de ton métier d'ingénieur. Donc, vous avez dit que tu travaillais beaucoup avec les armées qui sont finalement tes clients. Tout à l'heure, tu nous as parlé, quand tu énumérais un petit peu les missions que tu faisais,
il y a aussi tout un travail avec des prestataires qui vont venir réaliser les travaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous les acteurs avec lesquels tu travailles? Alors, effectivement, on travaille aussi très étroitement avec les entreprises. Notamment, on a beaucoup de liens avec les PME, en tout cas d'Île-de-France, puisqu'on a développé quand même un maillage avec les entreprises pour les faire travailler sur nos différentes opérations. Puisque le but aussi du ministère des Armées, c'est de développer le tissu local. Du coup, on travaille beaucoup avec les entreprises locales sur les différents projets, que ce soit pour tous les corps d'État, c'est-à-dire des peintres, des maçons, des électriciens, des plombiers, etc. Voilà, on a un maillage très étendu et qu'on fait travailler régulièrement. Donc ça, c'est nos échanges avec les entreprises du secteur du bâtiment. Voilà. Après, effectivement, on travaille avec les armées, les entreprises, puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a une question hyper intéressante d'Anaïs. Donc Anaïs, elle est étudiante en IUT Génie Civil à Nantes et elle a très envie de rentrer dans les armées. Mais de ce que je comprends, c'est un peu compliqué de convaincre ses parents que c'est une bonne idée. Et donc, du coup, elle demande comment toi, t'as fait pour convaincre tes parents, ta famille, que c'était une bonne raison de rejoindre l'armée, de devenir IMI. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Comment j'ai fait pour convaincre mes parents? Je ne les ai pas convaincus. Je les ai mis devant le fait accompli. Parce que effectivement, je pense que j'ai à peu près les mêmes parents que tout le monde. Quand on dit je vais devenir militaire, je pense qu'ils font à peu près tous la même tête. C'est mon Dieu. Donc effectivement, quand j'ai dit à mes parents je vais devenir militaire, ils m'ont dit ah non, c'est pas possible. Et du coup, je leur ai expliqué que c'était un choix personnel que je prenais. Donc j'ai fait toutes les démarches. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que voilà, c'est un métier. Je le disais au tout début, mais l'armée, c'est vraiment une seconde famille. C'est quand on rentre, on se rend pas compte à quel point on va être impacté par ce style de vie. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et toute ma famille aujourd'hui me soutient pleinement et ils sont tous ravis. Donc voilà. Pour les convaincre, je dirais qu'ils lui donnent sa chance et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Anaïs, je peux partager aussi un conseil avec toi. Sur Major Glasses, il y a pas mal de femmes qui sont militaires que tu peux aller voir et certaines acceptent derrière après de parler avec tes parents et de répondre aux questions qu'ils peuvent avoir, d'inquiétudes qu'ils peuvent avoir, etc. Et donc du coup, le fait d'avoir quelqu'un comme Mélodie vient de le faire là, qui te dit moi aussi mes parents ils étaient pas contents, mais maintenant aujourd'hui ils sont super fiers et ils trouvent ça génial. Ça peut aussi peut-être t'aider dans tes discussions pour rassurer aussi tes parents, parce que des fois aussi on a des préjugés, ou on est inquiet, ou on ne sait pas, et donc du coup le fait de pouvoir aller parler avec une ambassadrice et de poser des questions, ça peut rassurer. Donc je pense qu'au sein des IMI, si tu regardes sur la plateforme, il y a beaucoup d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Peut-être que tu peux en contacter certaines et voir si elles seraient d'accord de refaire le même rendez-vous qu'elles feront avec toi, mais avec tes parents aussi, pour t'aider à les convaincre. Ça peut être une bonne solution. Tu nous tiendras au courant. On a une question de Violine, qui est toute jeune. Elle a 16 ans. Elle est en seconde. Elle doit faire des choix. Et elle demande, est-ce que ça aide d'être bon en informatique pour faire ton métier, et est-ce que du coup, si elle choisit la spécialité informatique au lycée, ça peut l'aider demain dans le cadre de son projet? Alors, en informatique spécifiquement, au sein du service infrastructure, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Maintenant, c'est toujours bon d'être en informatique. Ça servira forcément. Après, ça dépend. Est-ce qu'elle veut partir dans l'infrastructure et se spécialiser en informatique, ou est-ce qu'elle veut partir en informatique? Parce qu'au-delà du SID, on a d'autres services de l'armée qui sont spécialisés en informatique pour le coup et qui seront ravis de qui sont ravis de l'accueillir. Génial. On revient sur le sujet femmes. On a une question de William qui nous dit, est-ce que c'est difficile d'exercer ton métier
en tant que femme, à la fois dans un milieu qui allie deux particularités, militaire et bâtiment. Alors, c'est vrai que tu as choisi un métier où on voit généralement, que ce soit dans le civil ou militaire, on voit moins de femmes dans le bâtiment. Et en plus, on rajoute le côté militaire. Est-ce que ça rend ton métier plus difficile ou pas du tout? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, effectivement, j'ai choisi une spécialité dans laquelle il y a déjà pas beaucoup de femmes, mais au final, je pense que ça aide d'un point de vue de l'armée, puisque dans mes études, j'étais déjà habituée à évoluer dans un monde principalement composé d'hommes. Du coup, le fait d'arriver dans l'armée, ça n'a pas changé grand-chose, puisque j'étais déjà habituée. Maintenant, non, c'est pas plus difficile qu'ailleurs. C'est vrai qu'on se fait toujours un monde, mais non, les militaires sont des gens tout à fait normaux, qui ont plein de qualités différentes, et j'ai été très très bien accueillie au sein de l'armée et du SID. Non, il faut juste savoir de temps en temps s'affirmer, c'est pas inutile. Et ça, je pense que c'est pas lié à l'armée particulièrement. Je pense que n'importe quelle femme dans n'importe quel domaine aujourd'hui, voilà, si elle sait s'affirmer, elle saura tout à fait trouver sa place. Dernière question, je m'excuse parce que le temps file et qu'il faut bien s'arrêter à un moment. C'est Arthur qui est étudiant ingénieur à l'INSA Strasbourg et qui demande si un ingénieur qui travaille dans un bureau d'études en civil peut être amené à travailler sur des projets du SID. Alors oui, c'est possible, puisque on travaille avec des bureaux d'études. Donc, notamment sur les très gros projets infrastructures, on travaille avec des bureaux d'études, on a des assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc oui, c'est tout à fait possible que ça arrive. Et ce qui est possible aussi, c'est de travailler dans un bureau d'études dans le civil et à un moment donné, rejoindre le SID en tant que civil, puisque on l'a pas dit, mais je crois qu'il y a même plus de civils que de militaires au sein du SID. Tout à fait. Il y a 70% de militaires et 70% de civils et 30% de militaires. Donc oui, il y a plus de civils que de militaires au sein du SID. Donc il y a non seulement la possibilité d'être un bureau d'études qui va travailler pour le SID sur le cas, enfin dans un projet que mène le SID, mais il y a même la possibilité en tant que civil de rejoindre le SID et d'y travailler. Et à part les OPEX, je crois. Sinon, potentiellement, tu peux avoir la même carrière qu'un militaire. Tu peux avoir les mêmes opportunités de responsabilité, etc. Ou est-ce que à chaque fois le chef est un militaire? Non. Non, pas spécifiquement. On a des postes qui sont et pour les militaires, et on a des équivalents civils en fonction, bien sûr, des USID, des ESID, etc. Mais non, tous les postes existent en militaire et en civil. Super. Allez, j'ai de la place pour une toute petite dernière question. C'est Maude qui a 22 ans, master SIE à l'université d'Angers. Quel conseil tu donnerais aux jeunes ingénieurs ou professionnels qui souhaitent suivre un parcours similaire au tien dans le domaine de l'ingénierie, de la construction? Un petit conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est de toujours croire en soi et de ne pas se limiter à ce que disent les autres. On est capable de beaucoup de choses et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est encore jeune. Et moi, je l'ai découvert au fur et à mesure de mon expérience au SID. On est capable de beaucoup de choses, de beaucoup d'adaptabilité. Donc, toujours croire en soi et en ses rêves. Waouh, c'est le mot de la fin. Merci Mélodie, merci capitaine. Moi, j'ai été ravie. Donc, si j'essaye de résumer, il y a différentes manières de rentrer au SID. Toi, c'est une rencontre qui t'a fait y aller. Tu as l'opportunité de travailler civils et militaires ensemble sur des projets. Certains projets sont assez courts, quelques mois. Certains projets peuvent durer plusieurs années. Il y a tout un enjeu. Tu nous en as parlé autour de l'énergie et donc c'est ta spécialité. Après 5 ans sur un premier poste, t'es passé sur un poste où tu avais du management. T'as eu un peu peur au début, mais t'as bien été aidé, donc du coup, les choses se sont bien passées. T'as eu l'opportunité de faire des OPEX et des missions qui t'ont préparé à l'OPEX.
tu as eu de la chance, tu as levé la main plusieurs fois et tu as pu partir à différents moments. Tu as découvert dans l'armée une vraie famille à laquelle tu t'attendais pas et ça reste aujourd'hui ton meilleur souvenir et le point qui a un peu ancré les choses. Tu avais des parents qui n'étaient pas forcément super contents au début et qui sont ravis aujourd'hui de voir que tu t'es développé, que tu t'es épanoui et que tu crois en toi et en tes rêves et que tu as plein de possibilités. On peut être une femme, réussir dans un milieu militaire et dans un milieu du bâtiment. On encourage toutes les jeunes filles qui nous regardent à se lancer dans la même aventure que toi, les garçons aussi, parce que on conseille à tout le monde d'y aller. Et moi, je vais te remercier, Mélodie, et surtout, je vais vous inviter parce que vous savez, on continue cette série à la découverte du service d'infrastructure de la défense. Elle est hyper intéressante parce qu'on a donné la parole à différentes personnes. On a donné la parole à des officiers généraux qui ont toute une carrière et qui ont énormément de responsabilités, qui sont venus nous expliquer un petit peu ce que font eux et leurs équipes. On a donné la parole à des jeunes comme toi, Mélodie, des jeunes femmes qui ont eu des responsabilités assez rapidement au sein du SID et qui sont venus nous partager un petit peu ce qu'ils ont fait. Et donc, à chaque fois, on essaye de montrer des parcours de vie différents, des personnes à des moments différents aussi, pour vous montrer toutes les opportunités que le SID peut vous donner. Donc, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer. Et puis, vous savez qu'il y a aussi des ambassadeurs et des ambassadrices du SID qui sont présents sur Major Blessings. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez pas attendre le prochain, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, on vous souhaite une très très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Et merci Mélodie. Et désolée encore pour tous les petits problèmes techniques, mais ça a hyper bien marché. Donc, merci, bravo. Et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.